merci. Ivoire TV, Ivoire TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à tous, chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net de nous rejoindre dans le cadre de ce nouveau numéro du Talk d'Ivoire TV qui vous reçoit Dao Arounan, président de la coordination des mouvements de soutien au RHDP dans le Benelux. Dao Arounan, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Hadji, et bonsoir à toute l'équipe d'Ivoire TV. Merci de me recevoir encore ce soir. D'accord, c'est un plaisir réciproque. Dao Arounan, vous savez, l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr les élections, enfin la présidentielle qui doit se tenir dans moins de 5 jours maintenant, puisque nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'enregistrement de cette émission au mardi 27 octobre, tard dans la soirée. En tant que président d'un mouvement, d'une fêtière de mouvement de soutien, quelle lecture faites-vous de l'intervention du président Ouattara ce week-end dans 2 médias français, en l'occurrence le JDD et le quotidien Le Monde, dans lesquels il a été vraiment assez dur envers ses opposants? Alors, encore une fois, avant d'attaquer donc le vif du sujet, je voudrais réitérer mes remerciements à l'équipe d'Ivoire TV, notamment à vos collègues qui sont du côté des États-Unis. Voilà. Et donc, pour ce qui nous concerne, effectivement, nous avons lu avec beaucoup d'intérêt les 2 interventions du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans les 2 médias français que vous avez cités tout à l'heure. Alors, nous avons une lecture à 2 niveaux. Évidemment, le président a parlé du contexte dans lequel va se dérouler cette élection. Un contexte qui est évidemment marqué par la violence que nous avons connue ces derniers jours. Et cette violence, il a dit, selon les premiers éléments qui sont aux mains de l'État des Côtes d'Ivoire, donc à travers donc, ces structures qui sont déléguées à mener les enquêtes, cette violence a été suscitée par des opposants. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous soupçonnions déjà au vu, effectivement, du mode opératoire de cette violence. Hein. Donc, c'est vraiment, ça ressemble vraiment à quelque chose de ce genre. Et puis ensuite, le président, effectivement, il a parlé de son bilan, il a parlé de la perspective de sa réélection et de ce qu'il ferait pour la Côte d'Ivoire, notamment qu'il mettrait l'accent sur la transformation de la Côte d'Ivoire qu'il a déjà conduite depuis ces 10 dernières années. Je pense que c'est ce qui nous intéresse, nous, en tant que jeunes aujourd'hui, c'est de parler d'avenir. Ce qui se passe évidemment aujourd'hui, ce sont des soubresauts que nos pays en voie de développement connaissent très souvent quand ils sont dans une phase d'élection. Mais ce n'est pas ça qui doit vraiment focaliser notre attention. Notre attention, c'est que chacun puisse venir nous dire qu'est-ce qu'il a envie de faire pour nous dans les 5 années à venir et qu'au vu de ça, nous puissions juger. Et je pense que nous, à l'aune de ce qui a déjà été fait par le président Alassane Ouattara, nous permettons donc de dire que voilà, nous pourrons nous projeter beaucoup plus loin, au-delà de 2020, donc 2025, pour voir quelle sera la Côte d'Ivoire de 2030, pardon, 2025, 2030, 2040. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Nous pensons qu'à notre niveau, que le débat doit se situer au niveau donc, des projets, au niveau donc, de quelle est la vision de chacun pour la Côte d'Ivoire, et non pas de s'attarder donc sur ces discours de violence. D'accord, là vous parlez de projet. Dans le même temps, l'opposition conteste non seulement la légalité de la candidature de votre champion, de votre candidat, mais en plus cela, le président Ouattara, on l'a redit tout à l'heure, a formellement accusé l'opposition d'être l'auteur ou d'être l'instigatrice des violences préélectorales que l'on a constatées ces derniers temps, que l'on constate depuis maintenant plus de 2 mois dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Vous parliez tout à l'heure de mode opératoire. Dans le même temps, les populations locales témoignent toutes de ce que ce sont des individus à la solde du parti au pouvoir qui s'adonnent justement à ces attaques qui seraient convoyées depuis Abidjan de sources concordantes.
et qui viendraient donc commettre des exactions sur les populations qui manifestent, puisque le schéma, c'est manifestation, d'abord pacifique, après attaque d'individus à la machette, après riposte, et puis cela dégénère donc dans des conflits intercommunautaires. Ensuite, on a entendu le président qui a tenu des propos méprisants vis-à-vis de ses opposants. On a parlé de c'était Laurent Gbagbo épileptique, on a parlé de beaucoup de choses, même aussi des menaces d'emprisonnement contre... non, je vous arrête tout de suite parce que... Non, je vous arrête tout de suite. Sur le cas de Laurent Gbagbo, pour avoir lu les interviews, on n'a jamais parlé de Laurent Gbagbo en tant qu'épileptique. Non, ça, ce pas des choses qui ont été dites. Moi, j'ai lu toutes les deux interviews. À aucun moment, et je vous mets au défi de me produire un seul passage des deux interviews du président où il parle de Laurent Gbagbo comme épileptique. Ce pas des choses qui ont été dites. Ne faites pas les déformations des propos du président. Je pense que c'est des interviews qui existent encore en format papier. On peut très bien les réviser si vous le voulez. Donc voilà. Pour le reste, sur cet élément, moi j'ai deux éléments de réponse à vous donner. Premièrement, nous avons écouté le ministre de la Sécurité, le général Wagondo. C'était il y a 3 jours, je crois, au journal de la RTI. Et donc, c'est l'un des éléments en possession de la police nationale. Effectivement, il y a bien eu un mode opératoire qui a consisté à aller provoquer des communautés dans le but de créer un conflit communautaire. Et puis même, je dirais qu'il y a une question aussi de bon sens. Objectivement, quel intérêt a aujourd'hui le RHDP en tant que parti au pouvoir qui entend organiser des élections, de créer des troubles? Aucun intérêt. Vous voyez, ceux qui ont intérêt aujourd'hui à avoir ces pseudo-conflits interethniques, qui ont intérêt à avoir des affrontements, qui ont intérêt à avoir les Ivoiriens, entre guillemets, se taper dessus dans l'espoir de susciter donc ce qu'ils appellent une insurrection populaire et d'aboutir à un coup d'État, pour appeler les choses par leur nom, c'est bien l'opposition. Le parti au pouvoir aujourd'hui aspire, en tout cas c'est dans son intérêt, que les choses se passent de façon calme et de façon tranquille et qu'on puisse aller aux élections. Donc je ne vois pas, ce serait complètement contre-productif d'aller susciter des violences, alors que nous sommes plutôt confiants quant à la capacité de notre candidat à remporter l'élection. Vos opposants vous diront que ces descentes punitives sur les manifestants sont menées dans le but justement d'intimider, parce qu'on constate qu'à chaque fois, il y a manifestation pacifique, les gens sortent pour protester contre le 3e mandat du président Ouattara, contre la tenue des élections, et puis des gens débarquent d'Abidjan, des gens qui se réclament du RHDP, il faut le dire clairement. Est-ce qu'ils sont manipulés? Ça, ce sont les allégations de l'opposition. Rien, de façon factuelle, rien ne prouve. On n'a jamais sorti aucune preuve sur ça. Est-ce que ce sont les allégations. Intimider l'opposition. Oui, prenons le dernier meeting de l'opposition au stade Félix Boigny. Beaucoup de choses ont été dites. La réalité, c'est que l'opposition a tenu son meeting, qui n'a pas été un grand succès. C'est peu de le dire. On a vu les images, on a vu les interventions. Encore une fois, chaque fois, il faut justifier ces échecs par le fait que ce soit le parti au pouvoir qui empêche soit de manifester ou qui agresse des manifestants. Mais dans quel intérêt? Je vous dis, en tant que cadre du RHDP, en tant que membre du bureau politique du RHDP, nous sommes conscients d'une chose, c'est que nous avons intérêt à ce que les choses se passent dans la paix, dans le calme. Et nous travaillons à cela. Donc, à aucun moment, le RHDP ne peut convoyer, donc vous appelez ça des microbes, comme vous voulez, ne peut convoyer des populations pour aller attaquer d'autres populations. Ce n'est pas possible. C'est plutôt l'opposition qui est dans sa logique insurrectionnelle et même de coup d'État, dans l'espoir qui, en réalité, depuis le départ, c'est ce qu'ils cherchent. Parce que quand vous voyez des gens qui vont déposer des candidatures et qui après se rébiffent contre toute attente et demandent une transition sur la base de quoi? Donc, en réalité, je vous dis, moi, je vous confirme que le RHDP n'a aucun intérêt, absolument aucun intérêt à créer un conflit entre les différentes populations, que ce soit les populations autochtones, que ce soit la preuve, dans les zones où le RHDP est majoritaire, vous voyez bien qu'il n'y a pas de conflit. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de problème. Si tant est que c'était un problème ethnique, peut-être que les populations des zones qui sont des bastions du RHDP seraient en train d'attaquer des populations là-bas. Ce n'est pas le cas. Oui, mais peut-être parce que là-bas, on n'accepte pas qu'on marche aussi, peut-être. La liberté d'expression, de manifestation. Ça, vous n'en savez rien. Ça, ce sont des allégations. Ça, ce sont des allégations.
vous n'en savez rien. Encore une fois, il n'y a aucun élément factuel que vous pouvez nous apporter pour justifier ces allégations. Moi, je suis dans les faits. Ce que je constate, c'est que nous, en tant que parti au pouvoir, qui avons confiance à la capacité de notre candidat à gagner l'élection au premier tour, n'avons absolument aucun intérêt à engendrer de la violence. Et c'est ceux qui soit n'ont pas intérêt à aller aux élections parce qu'ils savent qu'ils la perdront ou parce que certainement espèrent un coup d'État, créent cette violence pour justifier leur incapacité à aller à une élection transparente qu'ils perdront évidemment face au candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara. D'accord. Toujours sur le discours du président, je pense que peut-être qu'il faudrait quand même éclairer la lanterne des uns des autres hein, sur les différentes accusations qu'il a eu à porter contre ses adversaires politiques. On le redit, il a récemment accusé M. Guillaume Soro d'être l'instigateur des violences à Dabo. Il a proféré beaucoup de menaces également. Est-ce que finalement, quand on analyse les choses, quand on analyse les propos des cyberactivistes proches du pouvoir, de tous ceux qui menacent et qui se réclament ouvertement RHDP et qui menacent l'opposition de violence et qui se félicitent même des aspects de population qui manifestent contre le pouvoir, cela se voit de façon ostensible sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on n'est pas quand même fondé à croire que peut-être pas tout le monde au RHDP, mais quand même une partie de l'appareil politique du parti peut être derrière ces différents incidents? On a vu des vidéos ici de militants qui menacent. Vous savez que sur les réseaux sociaux, chacun est libre. Sur les réseaux sociaux, chacun est libre de tenir les propos qu'il veut. Mais pour ce qui concerne donc la direction du RHDP, personne, je vous dis encore une fois personne. Le président de la République, il n'a pas menacé. Vous n'êtes pas sans savoir que le président est quand même à un niveau, à une position où il a des informations que vous et moi ne sommes pas en capacité d'avoir. Donc s'il dit des choses, croyez-moi, ce ne sont pas des menaces, c'est bien sur la base de faits, c'est bien sur la base de rapports qui lui sont parvenus qu'il tient ses propos en disant, en indexant les personnes qu'il désigne. Évidemment, pour la suite, ce ne sont pas des menaces. Chacun il donne son sentiment et il a redit encore dans l'interview qu'il a accordée ce soir à France 24. En tant que citoyen, il donne son sentiment, évidemment. Après, c'est à la justice de trancher. Est-ce que la justice, quand elle aura les faits en main, est-ce qu'elle décidera que telle personne mérite 1 an de prison, 10 ans de prison, 20 ans de prison, 100 ans de prison? Ça, ce sera la justice de décider. En tout état de cause, le chef de l'État, qui a quand même l'ensemble du système du renseignement dont les éléments lui reviennent, est en capacité de dire les choses, d'affirmer les choses de façon factuelle. Maintenant, pour ce qui se dit sur les réseaux sociaux, écoutez, je laisse chacun mettre de ses propos, chacun assume ses propos. Comme je vous ai dit, c'est certainement pas, laissez-moi finir là-dessus s'il vous plaît, c'est pas le RHDP certainement qui organisera des violences et filmer des violences pour les mettre sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont intérêt à avoir de la violence, à avoir du sang, à avoir de la casse, à avoir des larmes, c'est bien l'opposition, parce qu'en réalité, il y a bien une guerre de communication qui se joue. Et moi, qui suis à Bruxelles, je suis très bien placé pour le savoir. Je vous informe d'ailleurs que l'opposition, dans son ensemble aujourd'hui, a tenu une conférence de presse au Presse Club de Bruxelles. Et ce sont ces mêmes éléments qu'elle brandit à la face de la communauté internationale. Donc, c'est bien l'opposition qui a intérêt à susciter non seulement la violence, mais à récupérer tous les éléments qui sont autour de cette violence pour venir les brandir comme des trophées de guerre. Ça, ce sont les éléments factuels. Vous pouvez vérifier que l'opposition a bien tenu une conférence de presse aujourd'hui à Bruxelles, au Presse Club de Bruxelles, et que ce sont ces mêmes éléments dont je vous parlais qu'il brandit à la face donc, de la communauté internationale pour présenter le régime du président Alassane Ouattara comme un régime violent. Voilà. Donc, qui a intérêt, qui exploite finalement cette violence? C'est bien l'opposition. Et comme elle a intérêt à exploiter cette violence, donc c'est bien l'opposition qui crée cette violence. Bon, c'est peut-être aussi son droit de dénoncer, mais je veux dire, là, on a entendu le président parler de perpétuité pour M. Guillaume Soro. Il a également parlé de condamnation d'emprisonnement pour M. Bédier. Vous le disiez à l'instant, c'est vrai qu'il laissera la justice au travail. Mais déjà, quand un président, avant même d'aller à une élection, disons, s'autorise je vais dire, à fixer des peines pour ses opposants politiques, est-ce qu'il n'y a pas à craindre pour l'indépendance de la justice? Alors, deux choses. Encore une fois, je reprends, parce que moi, je suis très pointueux sur les éléments. J'aime bien que les choses soient situées dans leur contexte.
Sur le président Bédié, le président Alassane Ouattara a dit ceci. Le président Bédié est très malin, il ne se mouille pas. Ce sont les autres qui l'envoient et ces autres répondront devant la justice. C'est bien ce que le président a dit. Hein, vous pourrez reprendre l'interview, c'est bien ce que le président Alassane Ouattara a dit. Donc je répète, hein, il a dit le président Bédié est très malin, il ne se mouille pas. Il envoie d'autres et ces d'autres se mouillent et c'est ceux-là que nous prendrons. Donc à aucun moment il a été dit, le président Bédié n'a été ni menacé de prison ni quoi que ce soit. Au contraire, il explique bien que le président Bédié est futé, puisqu'il ne se mouille pas, il ne prend aucun risque de se retrouver devant la justice. C'est bien ça que le président a dit. Vous pouvez vérifier, les interviews sont là, vous pouvez encore vérifier. Une chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si Guillaume Soro dit, il mérite, au vu de ce qu'il a fait, il mérite la prison à perpétuité. Il a dit il mérite, encore une fois. Ça, ce n'est pas une décision de justice, ce n'est pas une sentence. Ça, la justice est dit. Face à un acte délictueux, chacun de nous, vous comme moi, pouvons dire cette personne mérite d'aller en prison, de se retrouver, de prendre 20 ans de prison. Et puis finalement, c'est à la justice de décider, en toute liberté, en toute indépendance, quelle est la sanction la mieux adaptée pour la personne en fonction du délit ou du crime qu'elle aura commis. Donc, vous et moi sommes des citoyens. Je pense que nous avons l'occasion de temps en temps de donner notre sentiment face à certains crimes et délits qui sont commis, mais nos sentiments et nos états d'âme ne déterminent rien. Le résultat donc, de l'action judiciaire qui sera menée si tant est que il y a un crime à juger et que cette personne se retrouve devant la justice. Je pense que c'est dans cet esprit que le président a parlé et que ça c'est compréhensible pour tout le monde parce que tout le monde, tous autant que nous sommes, le président c'est avant tout un citoyen aussi et il a le droit aussi d'avoir un sentiment qu'il peut librement exprimer. Ok, d'accord. Je pense qu'on va avancer, mais j'aimerais quand même qu'on fasse un petit survol de l'actualité politico-judiciaire en parlant des décisions prises par la Cour africaine. Cela fait plusieurs décisions d'affilée qui sont rejetées par l'État de Côte d'Ivoire, gérées par M. Ouattara. Tout d'abord, la décision du 22 avril intimement à l'État ivoirien de rétablir M. Guillaume Soro dans ses droits, de lever ou de suspendre les poursuites contre lui et ses proches. Ensuite, la décision du 15 septembre et ensuite celle concernant Laurent Gbagbo. Pour toutes les décisions, le président Ouattara n'a eu qu'une seule réponse. On ne les appliquera pas. Pour un État signataire donc, de la charte de création de l'institution et un État, et pour un chef d'État en même temps, dont on sait tous qui est arrivé au pouvoir grâce justement au truchement des juridictions ou du système international. Quel commentaire faites-vous là-dessus? Alors, premièrement, je veux juste rappeler un fait et puis on va avancer sur ça. Quand le même président Alassane Ouattara refusait de livrer Madame Simone Gbagbo à la CPI sous le prétexte de la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, je pense que les mêmes qui crient aujourd'hui au loup n'ont rien à redire. Donc moi, je pense qu'on est dans cette même veine. Rappelez-vous, donc il y a quelques années en arrière, le président Alassane Ouattara, bien que la Côte d'Ivoire soit partie signataire de la Charte de Rome, donc qui a institué la CPI, a refusé de livrer Mme Simone Gbagbo à la CPI et a bien dit qu'aucun Ivoirien n'irait à la CPI. Et ça, ils l'ont tous applaudi. Hein. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on peut faire des commentaires. Donc, c'est sur le même principe de souveraineté qui a guidé cette décision de ne pas livrer Mme Simone Gbagbo à la CPI, bien qu'elle fasse l'objet d'un mandat d'arrêt de la part de cette institution. C'est le même principe de souveraineté, donc, sur lequel il s'est basé. Donc, pourquoi on en fait des lectures? Je dis, pourquoi on ne revient pas en arrêt pour dire, M. Ouattara livrait finalement Mme Simone Gbagbo à la CPI, puisque vous êtes signataire donc, de la charte du traité instituant la CPI. C'est ce que je veux dire aussi. Voilà, donc toutes ces décisions ont ce qu'on peut appeler l'esprit dans lequel elles sont prises. Moi voilà, c'est le commentaire que je peux faire sur ça. Et l'esprit dans lequel elle est prise, c'est lequel? C'est certain, la Côte d'Ivoire, après la première décision, après la première décision de la Cour africaine, la Côte d'Ivoire a bien marqué son désaccord et a même écrit à la CPI pour dénoncer sa signature. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, l'État de Côte d'Ivoire a bien dit, et ça c'est très clair, à partir du moment où le Conseil constitutionnel a pris une décision, ce n'était pas une institution supranationale de remettre en cause
la décision du Conseil constitutionnel concernant donc, les candidatures de M. Guillaume Soro qui a été invalidée. Concernant celle de M. Laurent Gbagbo, je trouve très intéressant, outre le fait qu'on peut évidemment avoir le débat sur sa supposée présence ou non sur la liste électorale. Je voudrais rappeler que M. Laurent Gbagbo n'a jamais fait acte de candidature. Parce qu'il y a une grosse polémique sur ce sujet-là, mais en fait, on fait semblant d'avoir un débat sur une candidature qui n'existe pas. L'avocate de M. Laurent Gbagbo, Maître Abiba Touré, l'a dit, M. Laurent Gbagbo n'a jamais commis qui que ce soit pour aller candidature en son nom. Mieux, l'acte de candidature déposé par M. Armand Ognien à la CEI au nom de M. Laurent Gbagbo n'a jamais été signé par M. Laurent Gbagbo. Donc, de quelle candidature on parle? Donc, à partir du moment où l'acte de candidature n'a pas été signé, on suppose que M. Gbagbo n'est pas candidat. Donc ce débat-là sur la candidature de M. Gbagbo n'existe pas, et en tout cas, ne devrait pas exister, en mon sens. Ok, enfin là, vous évoquez tout à l'heure la souveraineté du Conseil constitutionnel. En 2010, le même Conseil sous Paul Yaoundé avait donc décidé de valider donc, la victoire de M. Gbagbo. C'est une juridiction supranationale. Alors, il y a deux choses. Donc, remise en cause la décision de cet organe. Bon, aujourd'hui, disons que quelque chose. Alors, deux choses sur ça. Deux choses sur ça, et puis peut-être qu'on va avancer. Premièrement, en 2010, il y avait un organe certification de l'élection validé par tout le monde. Ça, c'était vrai ou pas? Il y avait un organe certificateur dans le cadre des élections de sortie de crise de 2010 qui était dont l'action, ou dont en tout cas l'action, oui, était au-dessus des institutions nationales, qui avait été validée. Donc c'était l'ONU à travers donc, son représentant spécial, M. Choi, qui était certificateur de l'élection. Il a confirmé les élections, il a confirmé les résultats de la CEI. Mieux, c'est bien M. Paul Yaoundé, président du Conseil constitutionnel, qui a investi le président Alassane Ouattara dans sa fonction de président. Le président Alassane Ouattara n'a pas été investi ni par l'ONU, ni par la Cour africaine des droits de l'homme, ni par aucun organe, ni par c'est le même Conseil constitutionnel de M. Paul Yaoundé qui a investi le président Alassane Ouattara en 2011 dans ses fonctions de président. Donc, on revient à la même chose. Après tout ce que l'on sait. Je pense qu'on va justement avancer pour aborder la question de l'organisation de la CMS RHTP au niveau du Benelux. Quelles sont les actions que vous menez, vous, à votre niveau, pour concrétiser la victoire de votre candidat au soir du 30 octobre, si d'aventure l'élection venait à avoir lieu? Alors, je peux vous tranquilliser, je vous confirme bien que l'élection aura lieu. Il n'y a aucun doute, cela ne fait aujourd'hui l'ombre d'aucun doute. L'élection aura bel et bien lieu le samedi 31 octobre prochain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau de la coordination de mouvements et clubs du RHTP dans le Benelux, j'aurais bien souligné que nous sommes aujourd'hui l'organisation politique la mieux structurée, la mieux implantée dans notre circonscription. Donc, nous avons des représentants dans l'ensemble des 3 régions belges et des provinces, des plus grandes provinces en Belgique. Alors, notre action dans le Benelux, évidemment, se situe à 2 niveaux. Premièrement, c'est de maintenir donc le contact avec nos militants au quotidien, de les accompagner nous l'avons fait quand il s'agissait de se faire enrôler, nous l'avons encore fait quand il s'agit de les accompagner pour venir retirer les cartes d'électeurs afin d'être en capacité de voter effectivement le jour du vote. Nous continuons donc à rester en lien avec eux, à les mobiliser de sorte que le samedi 31 octobre, ils sortent massivement pour voter. Notre objectif, c'est d'être efficace. Et ce que nous avons décidé, nous, c'est que tous nos militants, tous les militants RHDP inscrits sur la liste électorale dans le Benelux doivent, ce jour-là, sortir, pour venir voter pour le candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara. Et au-delà des militants du RHDP, nous avons aussi donc décidé d'approcher les frères ivoiriens inscrits sur la liste, qui pourra appeler des indécis, qui n'ont pas forcément de coloration politique, mais qui simplement aimeraient exprimer leur devoir civique ce jour-là. Donc, nous sommes en contact avec un certain nombre de compatriotes
qui ne sont pas militants actifs, mais qui ce jour-là viendront accomplir leurs devoirs civiques. Et nous souhaitons fortement que ce jour-là, ils votent, leur voix aille donc au président Alassane Ouattara. Ça, c'est la première chose en termes de mobilisation militante. Vous savez qu'il y a la pandémie de la COVID-19 et que nous ne pouvons pas aujourd'hui nous permettre d'organiser des actions de masse. C'est pour ça que nous avons choisi donc cette mobilisation de proximité. Nous avons fait les provinces de Liège, de Anvers, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale. Nous avons visité tous nos militants. Nous devions normalement ce week-end aller en Hollande, malheureusement, pour cause des pandémies à COVID-19. Nous avons dû donc nous limiter donc, à un contact téléphonique avec nos militants qui sont aux Pays-Bas, mais qui viendront effectivement le samedi 31 octobre, viendront à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour voter. Et l'autre axe de notre intervention, en tant que coordination des mouvements et clubs de soutien dans le Benelux, c'est de faire du lobbying et de la communication, non seulement pour déconstruire tous les mensonges qui peuvent être racontés par l'opposition sur le compte non seulement du président et du RHCP de façon générale, mais aussi d'expliquer la réalité de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Je vous disais tout à l'heure que donc l'opposition a eu une conférence de presse aujourd'hui, mardi 27, au Presse Club de Bruxelles. Évidemment, beaucoup d'informations fausses ont été relayées. Et nous, derrière, ce que nous faisons effectivement, c'est de toujours venir contrebalancer ce genre d'informations dans la presse locale, que ce soit dans la presse belge ou dans les milieux de décision, apporter un autre son de cloche, apporter d'autres éléments de lecture et de compréhension de la situation. Parce qu'évidemment, quand vous dites oui, il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, évidemment, ça choque tout le monde, même moi en tant que citoyen. Mais dans quel contexte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu ça que nous essayons de faire au quotidien, d'expliquer la réalité de la situation en Côte d'Ivoire à nos interlocuteurs européens. Et mieux, je vais plus loin, d'expliquer aussi un certain nombre de choses. Parce que vous voyez aujourd'hui l'opposition, notamment, je prends M. Guillaume Soro, qui se permet, au-delà des limites que peut avoir la CEI ou tous les organes qui organisent les élections, donc au-delà des réserves qu'on peut avoir, mais se permet de menacer tout un État. Ça s'appelle du terrorisme, vous savez, M. Hadji. Aucun citoyen belge ne peut se permettre de menacer la Belgique, l'État de Belgique, quand il est assis dehors. Je vais même plus loin. Les États-Unis sont la plus grande démocratie au monde. Je vous assure que si un citoyen américain se permettait de menacer le gouvernement américain à partir d'un État étranger, il ne reviendrait plus aux États-Unis, ou dès qu'il reviendrait aux États-Unis, il irait directement en prison. Donc, il ne faut pas non plus nous demander de faire de la démocratie, mais de faire de la démocratie à demi-pas. Non. On ne peut pas accepter. Quand vous parlez de menace, qu'est-ce que vous interprétez comme une menace de façon plus concrète? Tant que moi je ne suis pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Donc, vous menacez. Guillaume Soro, il menace l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'a pas été arbitrairement exclu justement du jeu électoral par une commission électorale qui a refusé la décision de la Cour de justice? Encore une fois, il peut dénoncer le fait qu'il ne soit pas candidat. Et le fait qu'il ne soit pas candidat, c'est bien parce que lui-même, encore une fois, il est en complète contradiction avec lui-même, parce qu'il n'était pas, bien qu'étant radié de la liste électorale, il est quand même allé déposer un dossier de candidature. Évidemment, il savait très bien qu'il ne serait pas retenu comme candidat parce qu'il ne figurait pas sur la liste électorale. C'est la première condition pour être candidat. Enfin, soit, ça c'est un débat juridique qu'on peut avoir. Sur le fait qu'il soit sur la liste électorale ou pas, sur le fait qu'il soit candidat ou pas. Ça, c'est un débat juridique et le Conseil constitutionnel a tranché là-dessus. Alors, par contre, menacer un État, quand vous dites un chef d'État en fonction, on le prendra, il sera assis par terre, je vous assure, monsieur, ça c'est une menace. Parce que ce n'est pas au terme d'une élection démocratique qu'on fait asseoir un ancien chef d'État au sol. Outre le manque de respect pour l'aîné, pour le père qu'il est, parce que nous sommes quand même africains, ce n'est pas parce que nous vivons dans des environnements aujourd'hui un peu, en guillemets, aseptisés, que nous croyons que toutes nos valeurs ont disparu. Moi, je ne crois pas en ça. Je crois que malgré tout, quelle que soit la tension qu'il peut y avoir entre un père et un fils, il y a quand même une limite à ne pas franchir. Mais allez, chacun est libre, chacun est responsable de son éducation. Il peut, s'il le souhaite, ne pas respecter le président Ouattara, mais menacer un chef d'État, en fonction, menacer un pays, un gouvernement, c'est un acte de terrorisme. Parce que je vous le dis et vous pouvez le vérifier, si un citoyen américain, qui est la plus grande démocratie au monde, se permettait de menacer le gouvernement américain, il ne rentrait plus aux États-Unis, ou alors il irait directement en prison s'il rentrait aux États-Unis. Et pourquoi on voudrait que la Côte d'Ivoire accepte ça? C'est aussi ce message que nous faisons passer auprès de nos interlocuteurs quand nous avons en face de nous des décideurs, des personnels politiques européens, en leur disant
OK, vous pouvez précevoir effectivement des acteurs politiques ivoiriens, ça fait partie du jeu démocratique, ça fait partie du jeu de la diplomatie internationale, mais nous n'acceptons pas que des individus viennent s'asseoir dans des pays étrangers et menacent donc des gouvernements qui sont en place dans nos pays, notamment en Côte d'Ivoire. On va donc terminer sur cette dernière question. Monsieur Daouarounan, de façon très objective, au regard de tout ce qui entoure cette élection qui s'annonce, est-ce qu'elle va se tenir ou pas? C'est aussi un autre débat, on observe tous, mais je veux dire, est-ce que vous pensez objectivement que l'élection du 31 octobre prochain est organisée sur des bases équitables, transparentes et crédibles et aussi inclusives, comme le réclame la communauté internationale dans son ensemble? Alors, les choses sont très simples. Pour nous, la lecture elle est très simple. Cette élection est organisée par, sera organisée par une, en tout cas, est organisée puisque c'est un processus qui est en cours, donc par une commission électorale indépendante qui est le fruit d'un dialogue politique. Après, certains y ont pris part, et puis à un moment, ils ont refusé de signer les accords. Certains ont signé les accords, ont intégré la CEI. Je fais référence notamment à M. Afin Guessan, qui a signé tous les accords politiques permettant la mise en place de cette CEI, a même intégré la CEI, puisqu'il avait ses représentants, et finalement, c'est réduit à la dernière minute. Sous certaines conditions qu'il a évoquées justement pour justifier le retrait de ses représentants. Monsieur Afin Guessan, mais mieux, encore ce week-end, le gouvernement a fait preuve d'ouverture vis-à-vis de la question de la CEI. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas créer, moi je vous dis, mon sentiment, c'est que l'opposition a tablé sur effectivement une hypothétique insurrection populaire qui emporterait le pouvoir et qui permettrait la mise en place d'une transition. Il ne faut pas non plus oublier que le même Afin Guessan, aujourd'hui, qui décrit donc la candidature du président Ouattara, disait déjà que le président, le candidat a fait à son nom le premier ministre Amadou Bon Coulibaly, que donc déjà à cette époque, menaçait de ne pas aller aux élections parce qu'il estimait que monsieur le président Hassan Ouattara voudrait imposer le premier ministre Amadou Bon. Donc la logique même du boycott ne date pas d'aujourd'hui. Il faut bien situer les choses dans leur contexte. Depuis cette époque. Donc pour nous, pour répondre à votre question et à finir là-dessus, nous pensons effectivement qu'à partir du moment où les candidats ont été désignés, donc il y a 4 candidats, le président Hassan Ouattara, M. Kouadio Bertin, Afin Guessan et M. Bédié, mais libre à eux d'aller à l'élection. À partir du moment où aucun des 2 candidats qui s'inscrivent donc dans la logique de boycott n'a à aucun moment fait rédigé un document à l'attention ni du Conseil constitutionnel ni de la CEI pour retirer sa candidature, nous considérons qu'ils sont effectivement candidats. Quitte à eux de ne pas battre campagne et de ne pas se présenter. Cela n'enlève en rien l'inclusivité de l'élection. Après, je pense que vous avez suivi avec moi. L'élection inclusive ne respecte pas les bases sollicitées par la communauté internationale. Avec l'Union européenne qui s'est attachée au respect des juridictions internationales. Chaque fois qu'il y a eu une mission, il y a eu un pas. Je vous rappelle qu'encore les 17, 18 et 20 octobre dernier, le gouvernement a appelé l'opposition à la table du dialogue. Refus de l'opposition de venir participer au dialogue. Mais qu'est-ce que vous voulez obtenir? Vous réclamez le dialogue. Dès qu'on fait un pas pour demander le dialogue, vous refusez de venir à la table du dialogue. Mais qu'est-ce que vous souhaitez? Je vous ai dit, moi je reste sur ma position. Cette opposition a tablé sur une insurrection populaire qui aboutirait certainement sur un coup d'État selon elle. Ça n'a pas marché. Cette stratégie est vouée à l'échec et elle n'a pas marché. Malheureusement pour elle, le 31 octobre prochain, nous irons aux urnes. Les Ivoiriens épris de paix et de justice qui ont envie de continuer à vivre dans une Côte d'Ivoire de paix et d'harmonie iront voter et la Côte d'Ivoire continuera sa marche de progrès avec le président Hassan Ouattara, parce que nous sommes certains que le président Hassan Ouattara sortira vainqueur donc, de cette élection au soir du 31 octobre prochain. Ça, c'est presque naquis. Merci Daouarounan, merci donc d'avoir été là. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous recevions Daouarounan, qui est le président de la coordination des mouvements de soutien du RHDP dans le Benelux. Et avec lui, nous abordions donc l'actualité électorale en cours en Côte d'Ivoire. On va se dire au revoir et à bientôt.
Merci beaucoup. Merci, M. Hadji. Merci à toute l'équipe de ivoiretv.net. Merci à vous. Hey, B. Bienvenue à la résidence Hôtel Sopi. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.